Salut à tous, épisode 6 avec l'AS Roma sur Football Manager 2020. Il y a pas mal de choses à faire, mais l'essentiel c'est qu'on part à la chasse aux zèbres. Oui, on part à la chasse à la domination de la Juve en Italie, avec pour intention d'aller jusqu'à début février, voilà, dans cet épisode-là. Et puis aussi d'évoquer quelques petites questions qui sont revenues dans les commentaires, là, intéressantes, puisque tout peut se discuter. Je vais revenir dessus. Notamment Taliafico, hein, ça a été un petit peu polémique, dirais-je. On est pas mal, on est dans les clous. Hein. Début de saison, rien d'affolant, rien de génial. Euh, on n'a pas vu encore ce qu'on doit voir, hein, très clairement. Financièrement, on s'apprête au niveau du mois de janvier environ à passer en dessous de la barre des zéros, malheureusement. Et puis il va falloir essayer de satisfaire encore un peu davantage les dirigeants. Le groupe vit bien, il y a une bonne dynamique. La Serie A est serrée en ce début de saison. Et premier match qu'on ira jouer sera du côté du Napoli. Le Napoli, pour donc, toujours un choc. Hein. Napoli-Roma, c'est toujours un match que j'appréhende, dans le sens où ils sont très très forts. Et puis on aura, vous allez voir, un petit coup du sort, même deux d'ailleurs, dans ce match-là. Donc une première mi-temps assez soporifique, donc, sur laquelle on peut passer super super rapidement. Et une deuxième mi-temps dans laquelle on aura déjà une blessure, celle de Kluivert, et un carton rouge en fin de match sur une faute qui peut-être était utile, hein, parce qu'elle amenait. Il y avait danger, hein, il y avait danger. Bref, c'est Bastoni qui va prendre un rouge pour un deuxième carton jaune, et après on va essayer de s'accrocher tant que faire se peut pour sauver le point du match nul, c'est tout ce qui reste dans ces cas-là, et ça va être chose faite, ça va, ouf. On s'en sort presque indemne. Allez, 0-0 Napoli, ça va. Hein. Ouais, Kluivert, il prend cher, il prend pour plusieurs semaines là. Et le garçon est un peu fragile, hein, j'ai remarqué. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu à court de solutions, moi, hein, sur la gauche de l'attaque. Et de réfléchir un petit peu, regarder la profondeur de l'effectif, tout ça, pour au final opter pour Chiesa à gauche. C'est surprenant, mais ça existe, c'est possible. Donc, refaire un petit peu l'équipe. Hein. Donc Chiesa va jouer à gauche. Et puis après, on aura souvent le choix, mais je vais peut-être souvent opter pour Pellegrini dans l'axe en soutien, puisque Pellegrini peut jouer plus haut. Hein. Et Zaniolo, du coup, retrouve son aile droite de la saison précédente. Et voilà, ça se passe pas trop mal contre la Sampdoria avec un but de Zaniolo, un but de Chiesa, et on terminera avec un but de Kolarov sur penalty. Donc ça va, ça va, pas de problème particulier. On aura fait le boulot tout simplement. Euh, en ce début de saison, alors qu'on va bientôt jouer le troisième match de Ligue des Champions du côté du Shakhtar. Shakhtar qui est peut-être l'adversaire principal, hein, dans cette poule, qui est pas très très forte. On a eu un bon tirage, faut le dire. Euh, je vais essayer d'aller chercher, allez, on va dire un match nul. Ça m'irait totalement. C'est une équipe qui est un peu surprenante avec ses Brésiliens, Shakhtar. Bon, bah voilà. Hein. On va donc essayer d'aller prendre notre nul. Ce sera chose faite. Il y aura eu égalisation comme ça, voilà. Voilà. Un partout entre Shakhtar et la Roma. Ouais, alors ce début de saison, donc il y a le sujet de Taliafico qui est pas très content parce que je lui ai promis un truc que j'ai pas tenu. C'était un peu une histoire de timing en fait, parce qu'au moment où je négocie son contrat, je lui promets du renfort en attaque. Bah ouais, moi je pensais à Esposito et Chiesa. Et il se trouve qu'en fait, concrètement, la promesse elle a lieu avant, mais par contre la signature elle a lieu après. Et de ce fait, il m'a pris en fourbe. Il a cru que je lui avais menti, il a cherché à l'arnaquer. Il a cru que je voulais lui mentir. Donc mauvais rapport avec Taliafico, ce qui est l'occasion aussi d'aborder le sujet de son transfert. Oui, bien sûr, je l'ai surpayé. Et en fait, je crois que... alors, c'est marrant, on évoquait dans les commentaires avec certains, c'est un peu un panic move, hein, comme on dit en NBA, c'est le mouvement que vous faites quand vous êtes pris un peu de vitesse, vous avez peur de passer à côté de certaines choses, et c'est vrai que j'étais un petit peu obsédé, je pense, par ce joueur, du coup je l'ai un peu surpayé. Ça pourrait se retrouver un peu plus tard dans des traites notamment qu'on devra payer. Voilà, ce sera bon. Voilà, il y aura un moment où il va falloir lâcher des ronds, notamment après 50 matchs de championnat là.
Bon, je l'évoquerai un peu plus loin sur les détails des clauses qu'on a à venir, en fait, sur les conséquences de mon mercato, de mon recrutement, qui vaut ce qu'il vaut. Après, je pense que la meilleure des choses, c'est de voir ce que ça donne aussi. Moi, je suis confiant parce que ce que j'ai voulu faire, donc on voit qu'on fait quand même un vilain match nul à domicile contre la Lazio, après avoir dominé tout de même, mais on n'arrive pas à l'emporter, ce qui fait qu'on marque un tout petit peu le pas en championnat. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est un projet un peu à long terme, mais avec quand même, oui, fallait envoyer un peu du lourd dès le départ. Et voilà. Donc c'était le pari. Et c'est vrai que du coup, je vais lâcher de l'argent pendant pas mal de temps, mais je vais me renforcer après d'une autre manière. J'en reparle un peu plus loin à la vingtaine de minutes de l'épisode environ. Toujours est-il qu'on a là un choc immense du côté de la Juve. C'est le choc. Franchement, pour moi, c'est le match le plus important, celui à la Juve à l'extérieur. Doublé ici, on double le score avant la mi-temps par Esposito, après que Chiesa a ouvert le score. Donc ça se passe vraiment vraiment bien. J'ai opté carrément pour un allez, 4-4-2, mais très offensif sur ce match-là. On avait même eu le luxe de tripler le score avec Esposito avant que la Juve revienne un peu en fin de match. Et du coup, je flippe. Je vais sortir un attaquant et je vais essayer de maintenir le score tant que faire se peut. C'est pas évident, hein. Ils vont revenir à 2-3, mais heureusement on garde l'essentiel. L'essentiel c'est cette victoire qui honnêtement, allez, c'est un gros pavé dans la mare, hein. Aller gagner à la Juve, je crois que ça va. Et du coup ça nous permet, allez, un peu temporairement peut-être, et on est au début du mois de novembre, donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça nous permet de prendre la tête, hein, de ce championnat, ce qui est quand même une très bonne chose. On voit avec les matchs en retard, bon, ça se stabilise, mais grosso modo, on est bien installé devant, très bien, tant mieux. Réception essentielle à présent, celle du Shakhtar. Je continue avec mon équipe un peu trop offensive, hein. Je me cherche un peu, hein, tactiquement, faut être clair. Je me cherche un peu, surtout en l'absence de Kluivert. On trouvera une solution un peu plus loin dans l'épisode, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, je sais que je suis presque un peu trop offensif en fait quand je fais tout ça et je le paye par moment. On encaisse certains buts un petit peu gênants. Là, heureusement, on a Chiesa qui va nous permettre d'égaliser dans ce match capital, hein. Match ultra important parce qu'en fait, si on gagne, c'est quasiment la qualification, hein, qui se dessine, malgré déjà 2 matchs nuls dans cette poule, mais il faut le gagner. Chiesa va y aller, regardez, hop là, il échappe au tacle, tac, il dribble un peu et bam, fusille le gardien. Ça va être le but qui fait basculer cette rencontre avec un troisième but enfin. Et voilà, magnifique. 3 buts à 1 pour la Roma contre ce Shakhtar Donetsk qui honnêtement ouais, nous aura donné du fil à retordre, hein. C'est une bonne équipe. Après, du coup, l'avantage de cette victoire, c'est que si on gagne le prochain match, à la réception de Bâle, si on gagne le prochain match, on est qualifié et on est sûr d'être premier. Donc voilà, des petits résultats par-ci par-là des autres poules pour voir que les ténors sont là et qu'on risque d'avoir une sacrée explication à la fin de la Ligue des Champions parce que il y a Liverpool, il y a tout le monde qui est vraiment on fire là, sur les très grosses équipes. Réception du Milan en championnat. Waouh, pas évident ça. Pas évident. 3 jours plus tard, 3-4 jours en tout cas après la réception du Shakhtar. Milan, une équipe pas évidente à manœuvrer avec un excellent gardien. Et ça va faire 0-0 sur un match insipide. Insipide vraiment. Regardez, 3 tirs cadrés à 0. Vraiment nul quoi. Nul. Je pense que tactiquement, il va falloir réfléchir à ce stade-là. Et c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais me remettre un petit peu en question, même sur la mentalité, etc. Pas terrible. Donc fin novembre, il nous reste le mois de décembre à jouer, il nous reste le mois de janvier aussi à voir. On terminera à Benevento. Euh,
Pendant la trêve internationale, voilà, une bonne nouvelle. Kluivert, revenu de blessure, inscrit son premier but en équipe des Pays-Bas. Voilà, enfin des bonnes nouvelles du côté de Kluivert, qui a une bonne petite entente avec Kolarov. Je suis en alternance sur le poste d'arrière gauche entre Kolarov et Tagliafico. Je prévois de donner évidemment le poste à Tagliafico sur le moyen terme. Mais là, en ce début de saison, c'est une alternance. On va faire un piètre match nul du côté de Sassuolo qui nous coûte un petit peu au classement, évidemment, à force de faire des matchs nuls. euh, on fait du surplace, puisque le match nul, ça rapporte pas grand chose. Allez, la fameuse qualif, on va essayer de la valider ici contre Bâle. Essayons de valider ce qualif. J'ai joué petit bras en Coupe d'Europe, mais pour une très bonne raison, c'est que j'ai fait pas mal tourner. J'ai essayé d'inclure pas mal de joueurs en fait que j'ai envie d'impliquer. Alors, des fois c'était Ricardi, souvent, des fois c'était Petit Bois, je l'ai fait rentrer très rarement, mais un petit peu. Ibanez, j'essaie de lui donner du temps, parce que je fais une rotation à 3 entre Bastoni, Mancini et Ibanez, en privilégiant quand même les deux premiers. Donc du coup, à des moments, il faut que Diawara joue, Verretou, j'ai du mal à lui trouver des minutes, bref. On prend ce match, vraiment pas de manière glorieuse, mais déjà il nous assure la première place du groupe et donc la qualif. C'est déjà pas mal. Donc on aura fait 5 petits matchs quelque part, là jusque là, mais bon, voilà, on s'en sort. Il y a quelque chose qui va pas du tout dans mon recrutement, c'est j'oublie de recruter des joueurs basés au Brésil. Et ça pourrait coûter cher en termes d'évaluation par les dirigeants en fait. Et du coup, à ce stade-là, je me dis, en plus des soucis que j'ai déjà rencontrés avec Kluivert au niveau des blessures, il y a quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil au prix de nombreuses recherches. C'est le Brésilien Everton, voilà. Et on va essayer de monter un transfert par rapport à Everton. Le prix est dans nos cordes, surtout si je paye un peu en plusieurs fois, sans non plus mettre la blinde comme j'ai mis par le passé. 3 petits points. Everton, je pense pas que je vais surpayer. Je vais payer à une valeur qui est standard pour un très bon joueur venant du Brésil. On atteint la trentaine de millions avec tout bonus confondu. Moi, ce qui me fait surtout flipper, c'est le salaire. En fait, Everton est très très gourmand. Le salaire est quasi démesuré. J'ai pas forcément les moyens de payer autant de salaire, du coup je vais négocier pour essayer au final de trouver un accord autour des 700 000 par mois, ce qui est immense déjà. Mais après, le joueur est très très bien évalué. À vrai dire, au jour où je négocie, là, blessure de Pellegrini, c'est fâcheux. Euh, Au moment où je négocie Everton, il est meilleur que Kluivert dans les rapports qu'on me donne. Du coup, c'est quand même une jolie amélioration pour l'équipe que de prendre ce joueur. Je me suis lancé et je l'ai concrétisé. Donc réception de Spal, Everton signera au mercato de janvier. Bam, joli premier but. Voilà, ça fait plaisir quand on a notre équipe au complet, entre guillemets. Et bon, c'est pas pour autant qu'on va leur mettre une tôle, mais au moins, but de Kluivert, c'est toujours ça de prix. Kluivert qui avait fait une année précédente assez somptueuse, qui là peut-être fait une saison un peu moins folle, mais on va avoir comme ça un peu de profondeur avec Everton. Je vais pouvoir peut-être reposer un petit peu plus souvent. Kluivert notamment, mais aussi Chiesa, parce que Everton peut aussi jouer à droite. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de marge quand on fait tourner, parce qu'au final, on est obligé de penser à ça dans ces clubs-là qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent aussi le championnat à fond. On est obligé d'avoir, je sais pas moi, peut-être pas 2 équipes. Moi, j'ai du mal à avoir 2 équipes et à vraiment faire de l'alternance, mais au minimum 18 joueurs, quoi. Voilà, 17-18 joueurs qui peuvent jouer de manière indifférenciée. Ouf, Tagliafico s'est réconcilié avec moi. Il a oublié la pseudo-promesse non tenue, en tout cas mal négociée de mon côté. J'aurais jamais dû le mettre, en fait. Et c'est plutôt une bonne chose pour lui donner un petit peu plus de temps de jeu, puisqu'il a bon moral, il va pouvoir jouer. On reçoit Brescia
Brescia, faut prendre les 3 points, il n'y a même pas photo. Ça va être chose faite sur un penalty, tout simplement de Esposito. Donc c'est pas glorieux, mais on le prend. Il y a un nombre incalculable de 1-0 en fait. Quand je regarde toute cette partie-là de la saison, je me dis mais combien de fois tu clean sheet déjà, hein, il y a pas mal de matchs où on n'encaisse pas. Tiens, Ricardi est en train de progresser assez monstrueusement. Il est en progression, mais genre, c'est un fou ce mec. Il est trop fort, Ricardi. Il veut piquer la place à Pellegrini, on dirait. Non, je rigole, mais voilà, fait tourner sur le dernier match, hein, 6ème match, on est premier, c'est certain. Je vous avoue, le 0-0, à la limite, me convient. Bah, ça tombe bien. C'est ce qu'on va avoir avec une équipe relativement remaniée du côté du Dynamo de Zagreb. Donc, c'est vraiment pas glorieux, mais on s'en fiche un peu. Avec 12 points, on se retrouve premier de cette poule et bah, on attend avec impatience le tirage au sort où bah, dans le deuxième chapeau, il va y avoir pas mal de belles équipes. Hein, donc c'est loin d'être facile le huitième qui s'amorce, qui s'annonce, mais au moins on y sera. C'est tout ce qui compte. Ensuite, déplacement périlleux du côté de la Fiorentina qui quand même ne fait pas une très bonne saison. Donc on va voir ça tout de suite. On va s'imposer du côté de la Fiorentina avec d'abord ce premier but de Esposito. Et un petit peu plus tard, après la mi-temps, égalisation de la Fiorentina sur coup de pied arrêté. Ah là là, avant que Riccardi marque le but de la victoire. Ouais, quand je vous disais que ce jeune joueur milieu de terrain n'arrête pas de franchir les paliers, c'est une vérité. Il n'arrête pas, je vous promets, on a quand même l'impression de voir qu'il progresse tout le temps en fait. C'est incroyable, juste incroyable. Du coup, on se replace au classement à force d'enchaîner les performances assez correctes. Allez, tirage au sort, il est très important celui-là. Qu'est-ce qui va nous être réservé? Ben, l'Atlético Madrid. Voilà, l'Atlético Madrid. Évidemment, on retourne à Rome, normal, on est premier de poule, mais Atlético de Madrid, allez, je prends. Il y avait pire. Il y avait pire comme tirage. Donc, ça me va, mais c'est pas facile. Hein. Mais ça me va. On voit que pour l'instant, certaines équipes commencent à craquer un peu. Kluivert qui se reblesse, mais c'est pas possible. Et l'apparition de jeunes. Intéressant ça. Très intéressant. On annonce apparemment un très bon gardien, très prometteur. Tiens, bien. Et un attaquant prometteur. Voilà ce qu'on peut retenir. Le reste a l'air relativement moyen ou moyen plus selon les cas. Bon, on verra de toute façon ça après, courant de la saison, on nous donnera des précisions par rapport à tout ça. Toujours est-il que derrière, on a un match relativement facile du côté d'Ascoli. Ascoli qui est en grande difficulté. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous de dérouler. Regardez-moi cette frappe, elle est pas belle, franchement. Elle est somptueuse celle-là. Ricardi encore. Hein. Après, il y a quand même le sauvetage de l'honneur par les joueurs d'Ascoli. Et en deuxième mi-temps, ce joli départ dans l'axe, là, comme ça, dans la profondeur, Esposito qui vient claquer. Et ça fera en tout 5-1 pour une jolie guirlande de buts. Voilà, on en profite. Parce que finalement, on marque pas souvent beaucoup de buts. Hein, donc, bien content d'en marquer 5 quand même. Il nous reste encore 2 matchs avant la trêve de fin décembre. C'est la réception de l'Atalanta. Voilà, donc match qu'il faut prendre. Hein. Il faut prendre si on a des ambitions. Il faut prendre ce match-là sans sourciller. Et ce sera chose faite sur un penalty de Diego Perotti. Donc voilà, on prend ce match. Perotti qui par ailleurs est un peu sur le déclin. Hein. Est un peu sur le déclin, donc bon, c'est lui qui a mis ce penalty. Tout va pour le mieux en début de match. Après, on a un peu géré notre affaire. La Juve a lâché des points, ce qui fait qu'on se positionne en tête. Ça, c'est excellent. Excellent. La Roma en tête de la Serie A à l'approche du tout dernier match avant le passage en 2021, c'est du côté de Parme. Parme, bon après moi voilà, hein, je vais aligner une très bonne équipe à Parme, je me méfie énormément. On va s'imposer sur un doublé d'Esposito dont on a vu déjà le premier but sur penalty, le deuxième étant
Une chevauchée fantastique, bam, avant de venir faire un petit piqué, 2-0 à Parme. Allez, on va se poser 2 secondes, je vais faire un petit bilan sur quelques questions importantes de la partie. C'est parti, bilan demi-saison. Un petit point à ce stade-là. Je voulais profiter d'avoir le grand écran pour vous montrer deux, trois petites choses auxquelles je commence à m'intéresser un petit peu plus maintenant que j'ai stabilisé l'effectif. Donc on est sur une bonne série. Les dirigeants sont assez contents. On va peut-être en profiter juste pour juste visualiser une chose. Regardez, voilà. J'ai classé par niveau, mais c'est moins intéressant par niveau pour ce que je vais dire juste après. Mes joueurs, bah, Chiesa, Pellegrini, Esposito déjà, Bastoni, etc. À noter qu'il faut donner quand même un rôle à Diawara, qui est quand même très fort, hein, faut pas l'oublier, des fois j'ai tendance. Verretou, je suis un peu dans l'interrogation, je sais pas trop quoi faire avec lui, parce que je veux beaucoup donner de temps à ce petit Alessio Riccardi, voilà, hein, qu'on a vu juste avant briller. Il a un potentiel assez énorme, et justement, quand on classe par potentiel, ça amène au sujet que je veux aborder, c'est la formation. Il y a ce petit Sistaro. En fait, j'ai comme ça 5 joueurs qui ont une cinquième étoile noire dans leur potentiel, potentiel, si j'ose dire, avec aussi Moribamba et Zaniolo qui ont peut-être jusqu'à 4,5 de potentiel à exploiter en tout cas. On ne sait pas trop. Ce petit Godwin Ibrahim, également le petit David Bois, l'arrière droit, qui monte eux jusqu'à 4 étoiles noires, quatrième étoile noire. Donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là, je me dis, sûrement en fait. Et ce qui est sûr, c'est que profiter peut-être de la bonne dynamique pour, du côté du staff, en fait, demander, parce qu'on n'est pas si mal classé, on a plus ou moins, on a la meilleure gestion, mais on a quand même des petites défaillances ici en défense et en attaque au niveau des préparateurs de l'équipe U20, et on regardera juste après les U18. Donc je pense qu'il serait pas mauvais de demander l'ajout d'un préparateur aux dirigeants, par exemple en disant il serait bon d'avoir davantage de préparateurs avec les U20, mieux répartir la charge de travail, éventuellement meilleur résultat aussi. Et c'est vrai que du coup ils sont d'accord. C'est quand même assez pratique. Parce qu'on sort d'une bonne période, je pense que ça aide. Et du coup, on nous fournit une possibilité de recruter. On a un poste vacant, en tout cas, voilà, c'est bien. Pour aller chercher quelqu'un de plus. Au niveau de l'équipe médicale, je suis pas trop inquiet. C'est plus par rapport au staff de l'Aroma U18 où là on est carrément faible et où là je vais avoir du boulot. Alors par exemple, ce que je vais faire, c'est augmenter le salaire des recruteurs parce que ça me permettra d'avoir peut-être quelqu'un de meilleur. Voilà, tac. Et du coup, bah ouais, c'est quand même l'avantage quand on sort d'une bonne série. Mieux faire ça à ce moment-là que quand on a 2 défaites d'affilée, voilà, pour ce qui est de demander des petites choses aux dirigeants. Je crois bien que tout ça se justifie par quoi? Par ça, par les finances. On voit que on vient de retomber en négatif. Là, on est fin décembre. On vient de retomber légèrement en négatif. Alors certes, on s'attend à une amélioration d'ici au mois de juin, hein, bien sûr. Bien sûr, ça va de nouveau faire le yo-yo, hein, entre descente, puis montée, etc., etc., grâce à la Ligue des Champions. Mais quand même, et puis il y a aussi un autre paramètre pour dire qu'on va pas pouvoir compter sur beaucoup de transferts, c'est que j'ai fait ce choix de pas mal dépenser dès le départ en fait. J'ai pas mal dépensé dès le départ parce que je compte beaucoup plus m'appuyer sur la formation dans un deuxième temps. Regardez les clauses ici, c'est assez intéressant sur tout ce qui doit sortir, tout l'argent qui doit sortir. On voit par exemple que pendant 3 ans, au mois d'août, on payera 4 millions à l'Inter. Il y aura éventuellement un bonus quand Baston y aura atteint les 50 matchs. On a quoi d'autre à signaler? Ça c'est pas important. Voilà, Chiesa. Chiesa aussi, 5,33 pendant 3 fois en juillet. Donc voilà, avec quand même cet énorme bonus de 30 millions au bout de 32 matchs. Les clauses,
et les bénéfices là, enfin les clauses qui concernent les bénéfices à la revente nous disent clairement qu'il faut garder Chiesa. Il y a pas, sinon on perd une énorme partie de l'argent qui a été investi sur lui. Donc, faut surtout pas le revendre parce que ce serait finalement perdre quasiment tous les bénéfices de la revente. Donc, il faut s'apprêter à payer ça et ça va être immense. Ça va être des clauses assez énormes, hein. Pour Esposito, c'est pareil. Alors là, c'est une clause de nombre de matchs, hein. C'est inclus dans le transfert de l'épisode 5. Elle a une clause de but, mais il tardera peut-être pas finalement à les atteindre, les 37 buts de plus, hein, parce qu'il il plante énormément et déjà il y a déjà 16-17 buts là, je sais plus. Euh, Ensuite, clairement, il y aura des petits 4 millions à rajouter. Et l'autre point sur lequel il y a quelque chose à dire, c'est qui? C'est surtout. Ah ouais, attention, Patrick Schick, on continuera à payer quand même, parce qu'on a beau l'avoir vendu, il y avait un engagement de paiement visiblement différé vis-à-vis de Chic. Attention, il y a presque 8 millions qui vont partir à la Samp en juillet, ça fait beaucoup tout ça. Et Tagliafico aussi, hein, il va y avoir beaucoup d'argent qui va partir, 11 millions chaque année, notamment, hein, donc important. Pour, euh, pour ce qui est de Spinazzola, on l'a vendu, il va y avoir des recettes qui vont arriver, mais attention, la Juve va recevoir presque 10 millions encore deux fois. Deux fois, c'est important. Bon, c'est pas tout, mais c'était dans l'esprit de ce que je voulais vous montrer. Par exemple, on sait que ben, voilà, sur Spinazzola, on a aussi Arsenal qui va nous donner 3 fois 8 millions, donc ça va couvrir. Pour Chic, les clauses sont dérisoires. C'est pas là-dessus qu'on va se refaire. Mais Mohamed Salah, bon, c'est pas grand-chose non plus. On n'a pas des clauses exceptionnelles. Romagnoli 15% sur la revente, mais on le voit pas non plus bouger nécessairement. Pellegrini à la limite, voilà. Pellegrini, vous voyez, ça va un peu nous renflouer. Parce que deux fois, on va recevoir 7,33, ce qui est pas si mal, hein. Ce qui est pas si mal au final. On a également bon, Milanese et j'avais laissé partir parce qu'il ne valait pas grand chose en fait. Eric Lamela, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à en tirer. Sur Juan Jesus non plus. Emerson non plus. Allison, ah, des petites primes, mais c'est pas non plus le truc, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête que on va continuer à lâcher des ronds pendant 2 à 3 ans selon les joueurs. Et c'est ça qui va impacter pas mal mes finances. Et c'est pour ça que je me tourne vers le centre d'apprentissage, hein, clairement, et que maintenant que l'effectif est, c'est pas bouclé du tout, puisqu'on on a un transfert hein, qui arrive là, regardez, puisque voilà, petit Everton là qui va rejoindre le club. Mais après, on va plus pouvoir acheter grand chose. On dirait c'est pas grave, puisque t'auras déjà pas mal de choses. Je suis beaucoup en ce moment sur la recherche de très très jeunes joueurs. En fait, je suis sur la recherche de jeunes euh, italiens très peu âgés. Et je fais la même chose aussi avec des Argentins et des joueurs basés au Brésil. Voilà, pour essayer d'alimenter le centre de formation. Et parallèlement à ça, il faudra le renforcer. Donc voilà, avec l'idée de s'appuyer énormément sur ces jeunes à fort potentiel dont on espère faire grossir le nombre. Et quand on regarde les stats individuelles, hein, elles sont pas vilaines. C'est étonnant parce que Santon, au final, obtient une très bonne note moyenne, par exemple. Florenzi, je trouve, après quelques balbutiements, et il a bien pris sa place. C'est un leader de vestiaire, hein, Florenzi également, avec Pellegrini notamment. Il y a voilà, comme ça des choses intéressantes. On s'aperçoit là que j'ai cliqué sur l'ami Perotti. C'est l'Argentin Perotti qui a une double nationalité. Euh, je me pose des questions parce que regardez, il a baissé à 2 étoiles à ce stade-là. Il est en fin de contrat. Hein. Il ne faut pas non plus paniquer. On ne va pas le payer pendant 100 ans. Mais à ce stade-là, je suis pris d'une envie, c'est de le proposer, peut-être pour les 6 derniers mois, s'il y avait un club chinois ou quelque chose comme ça, qui éventuellement nous faisait une offre. Kolarov est en fin de contrat, on verra un petit peu plus tard. Et Fazio, évidemment, je ne prolongerai pas, hein, c'est naturel. Ensuite, pour Perotti, il va y avoir une offre. On voit le calendrier de janvier hein, qui est intéressant. Intéressant parce qu'il peut nous permettre de faire aussi une jolie performance.
J'ai aussi été comme ça dragué petit joueur espagnol du Borussia. Je pense que voilà, les joueurs de Football Manager le connaissent bien. Il m'intéresse vraiment, même si je reporte d'une semaine, il m'intéresse vraiment. Il y a Blackburn qui a voulu faire une offre à Perotti, mais il a refusé. On est pas mal, hein. Au global, on est pas mal. Surtout que très très rapidement va arriver Everton, ce qui va contenter les dirigeants pour ce qui est de recruter. Voilà, le voici, euh, au 2 janvier. Ça va permettre de contenter les dirigeants qui voulaient qu'on recrute aussi au Brésil. Pas nécessairement brésilien, mais au Brésil. Et donc c'est vrai que Everton, il coche pardon, quelques cases, juste qu'il a 24 ans. Voilà, c'est le seul bémol. Mais je suis assez content. Je suis assez content parce que je cherchais vraiment ce profil-là, complémentaire de Kluivert, qui peut aussi jouer à droite éventuellement. Allez, on continue. On va aller jusqu'à la fin du mois de janvier, hein, pour avancer la saison, essayer de la terminer dans l'épisode 7, ce serait sympa. Vous avez vu, j'ai raccourci les formats, mais je pense qu'au final on s'y retrouve. Permet d'avancer un petit peu plus vite, je trouve ça pas mal. Le temps de la découverte il est terminé, comme je disais en préambule de cette vidéo. Et voilà. Donc un mauvais 0-0 à domicile contre Torino, qui fait qu'on gaspille ainsi 2 points d'avance, 2 points précieux par rapport à la Juve notamment, mais par rapport au poursuivant en général. Perotti va accepter un contrat, mais c'est pour juillet prochain, hein, du côté du PAOK Salonique, ok. Et puis je me décide aussi à prêter mon petit Bamba, mon petit joyau ailier droit, hein, qui était dans le groupe, hein, je le faisais rentrer des fois et tout. Il apportait des petites choses sympathiques. Attention à Ricardi qui continue à s'entraîner de manière magnifique. Bamba, je me suis décidé à le prêter parce que j'estimais que c'était positif pour lui en fait. Voilà, il jouera plus. Et puis voilà, mon petit espagnol va signer, Sergio Gomez va signer, et honnêtement, ouais, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. J'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Il sera le remplaçant officiel de Zaniolo, hein, dans un premier temps, dans mon système avec un milieu offensif derrière l'attaquant. Puis après, on verra. On verra ce que ça peut donner. Vous avez vu, il y a plusieurs joueurs comme ça qui s'entraînent bien, qui font des progrès, qui bénéficient de leur temps de jeu. Et l'on reçoit, tiens, en parlant de temps de jeu, on va le gérer pour les joueurs les plus forts. On va gérer le temps de jeu évidemment sur un match comme celui-là, hein. Match qui va oh bah, ne pas être très spectaculaire, il va pas se passer grand chose. Ça va être un petit 1-0 des familles sur penalty, signé Kolarov. Bon, ça on a un peu l'habitude, hein. Le garçon nous a habitués déjà la saison précédente à planter quelques penalties. Qualification pour le prochain tour, affrontera Naples, c'est à peu près tout ce que je retiendrai. Et puis il y a un joueur que j'aime bien, c'est Zaracho. Je l'ai repéré, il est sur ma liste, j'ai des rapports sur lui depuis longtemps. Et je vois qu'à un moment donné, il y a Manchester City qui s'excite dessus, du coup j'essaye moi aussi d'y aller pour voir si on pourrait pas peut-être le leur souffler, parce que les quelques millions de transferts en réajustant, je peux les avoir. Je peux les avoir à ce stade-là. Donc on va négocier évidemment avec Zaracho. C'est pas vraiment que je juge que j'en ai besoin dans l'absolu, mais que ça me fait suer parce qu'ici il va à City, dès lors, il prendra un prix incroyable et il sera intouchable pour nous. Et c'est un peu comme si on faisait une croix dessus quelque part, sauf si après il est mécontent, etc. On peut toujours imaginer, mais c'était dommage en fait. Donc j'ai voulu essayer de m'opposer. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné, mais au moins j'ai proposé quelque chose qui correspond aussi à ce que je serais capable d'assumer si jamais il signe, hein. Voilà, on accepte donc le départ de Bamba parce qu'on a de la rotation à droite. Honnêtement, même Everton en deuxième possibilité à droite, il est super fort, donc on va pas se prendre la tête. Bamba va aller beaucoup jouer du côté de Cittadella, et on va comme ça, ah bah tiens, arriver sur un match qui au niveau du prestige est essentiel. C'est un match contre la Juve sur terrain neutre aux Émirats Arabes Unis, contre la Juve pour la Supercoupe d'Italie. Donc on avait perdu la Supercoupe d'Europe en début de saison face à City. Il serait peut-être bon, suite à notre victoire à la Juve récemment, d'aller enfoncer le clou. Regardez ici, c'est Mancini qui remet pour Zaniolo, hein, et c'est le but du 1-0. Bon, ça se passe plutôt pas mal, 1-0 à la mi-temps. C'est plutôt intéressant pour nous. J'ai pris des cartons, on va peut-être essayer de voir
ce qu'on pourrait faire, moi j'essaye aussi de donner du temps de jeu à certains dès que possible. Hein. C'est vrai que notamment le petit Riccardi, dès qu'il y a moyen de le faire. Et là, sur un ballon relâché, ce sera le but du 2-0, voilà, qui va intervenir. Et donc, ben voilà, ça fait un titre. Ça fait un titre pour nous. Victoire contre cette Juve. Plutôt sympathique d'aller comme ça gagner un titre, même si ce n'est que la Super Coupe d'Italie, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Mais quand même, du coup, le projet cette année là, il commence vraiment à prendre forme. On est bien en Serie A, on est présent sur tous les fronts, présent en huitième de la Ligue des Champions, donc vraiment pas mal. Je continue un peu à fouiner les fins de contrat, voir un peu qui pourrait être intéressant, et je vais tomber notamment, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, notamment sur ce vétéran, hein, qui peut être Martinez, Ravi Martinez. Euh, il m'intéresse beaucoup, déjà parce qu'il est expérimenté, c'est un joueur très technique, c'est un joueur pour lequel j'ai toujours eu de l'estime IRL. Et en plus de ça, à 32 ans, c'est pas si vieux que ça. Il n'est pas hyper gourmand non plus sur le plan salarial. Et en plus, il y a une certaine polyvalence. Il peut jouer défenseur central, qui me ferait mon quatrième défenseur central, ainsi que, évidemment, milieu défensif, hein, au cas où, des fois, j'ai besoin de verrouiller pour jouer à un milieu défensif devant la défense avec deux milieux centraux. Du coup, ben, je vais me donner un peu le temps de la réflexion. Hein. On a une semaine toujours pour essayer de valider ou pas, mais Martinez m'intéresse vraiment. Et je sais, c'est pas italien, mais c'était ma quatrième possibilité de début de partie, je l'avais annoncé. J'avais dit italien, argentin, brésilien et éventuellement un peu espagnol. Il se trouve qu'on a déjà Paolo Lopez, j'ai recruté ce petit jeune à Dortmund. Ça nous fera 3 espagnols dans l'effectif, ce qui n'est pas délirant. On est ensuite sur un match du côté de l'Inter, hein, 4 jours plus tard, après la finale qu'on avait vu juste avant. C'est un match à l'Inter, c'est chaud. Même si l'Inter est pas au top dans cette saison, regardez ce qui va se passer. Oh là là, qui est-ce qui sort de sa boîte et qui nous marque le but de la victoire, oui, à l'Inter? Ben, c'est ni plus ni moins que petit Esposito, qui n'arrête pas de rembourser et justifier son transfert à mesure que la saison passe. Il est déjà deuxième meilleur buteur de Serie A à ce stade-là. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu un joueur. Bon, c'est pas la pire chose qui va arriver, puisqu'on avait déjà une blessure de l'ami Pellegrini qui était bien plus longue précédemment. Mais voilà, après je suis obligé de baratiner un peu Verretou parce qu'il est pas très content. Il est pas très content le garçon. Et ben, Zaracho, ouais, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec lui? Je sais pas trop, hein, je vous l'avoue. Hein. Je sais pas trop ce qu'on va bien pouvoir faire avec Zaracho parce que il a signé à City. Nous, on essaye de voir si on pourrait pas éventuellement l'avoir en prêt. Je pense pas que je vais le prendre, hein, pour être honnête. Je vais pas le prendre. Mais je voulais quand même voir s'il pouvait être intéressé éventuellement de venir. On va s'imposer en passant un petit 1-0 des familles encore. On n'encaisse pas beaucoup de buts, hein, ce but de Dzeko là, qui nous conforte en tête de la Serie A. On enchaîne, il y a plein de matchs. Je vais confirmer, hein, pour Martinez. Voilà, en réajustant le budget. Ça a l'air assez modeste, hein, je trouve. 322, honnêtement, sur un an en plus. On peut pas dire qu'on est en train de se tuer le budget. Hein. Donc moi j'aime bien cette signature-là. Voilà, on avance. Direction la fin janvier. Et c'est vrai qu'il y a un match comme ça qui est quand même très important, parce que l'objectif de demi-finale de Coupe d'Italie minimum fixé par les dirigeants, bah, il est plus que clair. Il fallait battre Naples, hein, c'était pas évident. Donc heureusement en début de match on va marquer ce but qui débloque pas mal de situations. Allez hop là, Chiesa avec encore un but ici amené du côté droit. Il y a beaucoup de buts qui viennent du côté droit, hein, dans mon équipe. L'année dernière, ça penchait plutôt à gauche avec Kluivert et l'ami Kolarov. Et puis en fin de match, ce sera le 3-0 sur une mauvaise passe. Bon, c'est anecdotique, hein, doublé d'Esposito par contre, ça c'est pas anecdotique parce qu'il y a encore lui qui se retrouve à planter des buts. Donc qualification au prochain tour pour cette Roma qui en demi-finale affrontera, allez, je crois que c'est le Torino. Hein. Torino, voilà, parce qu'ils sont venus à bout de l'Inter. Voilà, confirmation. Donc
plutôt jouable en fait. Hein. C'est plutôt jouable, hein, le Torino. En match aller-retour, on doit arriver à les prendre. Hein. Du coup, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. On voit que la Juve se réveille. Et dernier match de cet épisode, c'est du côté de Benevento. Benevento, l'équipe quand même pas super forte. Hein. On doit pouvoir y aller et prendre ce match. Coup franc direct, regardez, de Florenzi. Il est magnifique, hein, franchement. Coup franc de Florenzi est vraiment joli. Et tout ça se terminera avec un but de Kluivert à 20-25 mètres. 20 mètres. Jolie frappe. Sèche. Donc gagner à Benevento, c'est pas l'exploit de l'année, hein, mais par contre, nous permet de conserver cette avance en tête avant d'aborder un sprint final assez incroyable. J'avais un peu tracté avec Zinchenko, mais sans idée réelle derrière la tête. Non, il y a des jeunes là qui m'intéressent. Je parlais de jeunes un peu plus tôt dans l'épisode. Il y a deux Argentins là que je vais essayer de cibler, notamment ce gardien de 17 ans qui aura 18 ans au mois d'août et pour lequel je vais entrer en négociation Spinacci. Je vais essayer de le prendre parce que il paraît excessivement prometteur et c'est peut-être une belle opportunité pour se trouver le futur gardien titulaire de cette équipe, bon, dans 2-3 ans, hein, mais le temps qu'il se développe. Et du coup, ben voilà, on va arranger ce transfert, pardon, pour le 9 août ou quelque chose de ce style-là. Il arrivera quand il aura 18 ans, on sait qu'il y a des restrictions. Et bon, il faut un peu réajuster le budget, on roule pas sur l'or, mais on a quand même les moyens de faire quelques petits transferts, ce qui est quand même déjà essentiel. Et ah ouais, je suis content. Il y a un super effet de mon encadrement par des groupes en fait. Génial, ça marche ce truc-là. Hein. Après, il y a un Mühlberger qui va aussi être ciblé, peut-être des grands-parents d'origine allemande, non cet Argentin, qui voilà, bah, lui aussi je vais le cibler, ça m'intéresse beaucoup. Donc on n'est pas bien hein, financièrement, mais on sait que ça va aussi s'améliorer à partir du mois de mai, du mois de juin. Hein. Y a des clubs qui ont beaucoup dépensé. Moi, je vais arranger ce transfert-là pour le mois de juillet parce que y a peut-être une plus-value à faire ou alors quelque chose aussi à récupérer pour l'équipe hein, directement. On verra. On verra bien. Voilà, vous voyez mes petits transferts arrangés et aussi l'état des différents championnats. On voit que en France, c'est pas serré du tout. Tiens, comme c'est surprenant. Et avant de se quitter, un petit bilan de quelques aspects habituels. Voilà, dans le jeu, tout va pour le mieux. Le mercato s'est achevé avec notamment une suractivité de l'Inter Milan qui cherche par tous les moyens de se sortir du mauvais pas dans lequel il est. Bref, on verra ce que ça peut donner par la suite. Tout ça, je vous dis à bientôt pour un épisode 7 où on terminera cette saison. Bye bye.